Mais je n'ai pas pu résister. Je suis d'ailleurs étonné de ne pas avoir vu cette photo avant. Enfin, si vous tapez vide sur Google, voilà ce que vous trouvez. Et c'est presque tout. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça résume tout, mais j'étais frappé de l'évidence de la fin. Je m'attendais à voir cette image de Klein, mais je ne m'attendais pas à ne voir que cette image de Klein. Il y a fort peu de choses. Je parle en visuel, je ne parle pas en texte. Donc, cette question que l'on évoque, que chacun a évoqué avec sa sensibilité, ses expériences, etc., elle est très travaillée dans la science. Plus il y a de matière, je dirais même plus on creuse la matière et moins on en trouve, quoi. Ou bien on va de matière en matière et cette matière multiple est habitée par un vide presque infini. On a évidemment ce vide dans lequel on se déplace, qui reste peut-être l'espoir de l'humanité de pouvoir transformer sa planète pour essayer d'aider notre ami Virilio à trouver une issue optimiste. Et on pourrait peut-être travailler à transformer la Terre en vaisseau spatial. Comme ça, on pourrait sortir tous avec notre planète et aller vers un autre univers. Et puis, il y a surtout, pour moi, le travail de l'art contemporain, c'est-à-dire la deuxième moitié du XXe siècle, un certain nombre d'artistes qui s'attaquent, si je puis dire, mais de façon physique, sensible, émotionnelle, à la question du vide. Là, c'est un travail que je trouve très, très impressionnant, où dans un sachet de cellophane, on a donc un tuyau qui fait le vide et un autre tuyau qui amène de l'air, afin qu'on puisse respirer. Mais ceci dit, c'est un vide qui a l'air de nous libérer de certaines situations, peut-être pour nous contraindre à d'autres, mais il y a là une physicalité réelle du vide qui est exprimée. Le travail de Turrell, que je connaissais en photo, que j'ai vu la première fois à PS1, c'était un jour, il faisait très très beau à New York, donc je suis rentré dans cette pièce, qui était une ancienne salle de classe, quoi, donc on ne fait pas vraiment attention, on s'assoit, et puis à un moment, sur le plafond bleu de ce ciel bleu qui était immobile, il n'y avait pas de nuages, il n'y avait pas de vent, passe un avion qui va vers JFK. Bon, ouais. Et c'est quelque chose qui est extrêmement, je dirais, émotionnel, mais au sens vraiment tellurique, c'est-à-dire ce que l'on avait cru comprendre, ce que l'on avait cru sentir, ce que l'on avait cru voir, n'est plus et ne sera plus. C'est comme le montrait tout à l'heure Manuel Gauza avec la question des lettres, c'est-à-dire notre regard a échangé de façon, je dirais, inaltérable. Travail sur présence-absence, très beau projet, pas très connu d'ailleurs, de Christo, mais très intéressant, dans la relation avec justement les réseaux naturels et comment on pourrait les révéler. Évidemment, ce vide qui est immense, il l'est vraiment, réellement, simplement par la trace que Long en fait, qui, elle, mesure quelques mètres et qui nous permet de mesurer, ou tout au moins d'avoir un sentiment, une perception de la mesure du vide. Et la mesure du vide, c'est tout ce que j'essaye de faire depuis quelque temps, assez longtemps, il faut le dire maintenant, car cette mesure du vide, elle est essentielle pour que l'on puisse être dans cette espèce de fusion, enfin que moi je considère comme une fusion entre le plein et le vide, c'est-à-dire une fusion assumée, une fusion vécue, ce qu'on pourrait appeler dans d'autres terrains une forme de bonheur, c'est-à-dire être soi-même au milieu des autres. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la question de la physicalité du vide, et en particulier de l'architecture, elle est
lié au mur qui a défini pendant les 2 premiers millénaires ce que l'on voulait faire, c'est-à-dire l'expression d'une autorité de l'architecture qui va marquer, de par sa définition, qui va marquer l'humanité, ou tout au moins la forme que l'humanité développe du point de vue politique, social, économique, etc. Et donc, le mur est quelque chose qui pour moi est un vrai problème. C'est d'ailleurs certainement un problème personnel, ça je n'en disconviens pas. Et la relation que j'ai avec le mur depuis toujours est une relation de défiance, car j'ai une relation de défiance vis-à-vis de l'architecture que je trouve être un art d'arrière-garde, mais ça n'y peut rien, elle est lente, elle est lourde, elle est chère. Mais surtout, c'est un art qui crée de l'interdit. Et cette espèce d'autorité, elle fonctionnait dans une vision fermée du monde, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir de découverte, c'est-à-dire que le monde n'est plus fermé, c'est la planète qui est fermée, c'est-à-dire on connaît tout sur la planète. Donc on est tout à fait dans un dispositif de développement de notre humanité qui est différent. Et on ne peut pas aller au-delà de nous-mêmes, puisqu'il n'y a plus donc de terre de conquête, tout au moins sur la planète. Donc il faut que l'on travaille au-dedans de nous-mêmes. Il faut que l'on soit dans une position qui nous permette de développer des lieux qui vont gérer la diversité, la mobilité, tout ce qui a été évoqué, tout ce qui pose effectivement question et qui définit aussi les nouveaux territoires que nous occupons et que nous allons continuer à occuper. Et donc le travail que nous avons fait là, qui se trouve au musée Louisiana à Copenhague, est un travail justement sur le mur, sa présence, son absence, sa capacité de protéger, mais aussi de séparer. Et c'est par rapport à cette séparation, justement, que tout le travail des différents projets se pose. Rapidement, la bibliothèque, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais la bibliothèque, c'est surtout un monument sans mur. C'est surtout l'idée que l'on peut rendre ce qui nous a été donné, c'est-à-dire un investissement collectif, une volonté politique, qui va être offerte aux citoyens d'une façon générale et à un territoire qui est celui de Paris. Donc c'est déjà un bâtiment qui est d'un autre ordre, car il va utiliser sa force, si je puis dire, en termes de carnation, pour aller au-delà de sa construction et de son architecture, pour donner un lieu qui est un lieu ouvert et également cette possibilité que l'on puisse s'en approcher et donc qu'il y ait d'une certaine façon un retour sur investissement du point de vue démocratique. La bibliothèque, c'est donc une installation, un dispositif qui va se retrouver, mais d'une façon beaucoup plus abstraite, avec le projet de Caen, où lui, ce que l'on a vu un petit peu dans le film, mais qui va chercher à mesurer, car la bibliothèque, le volume du programme se trouve pris entre les 4 tours et incrusté dans le sol. Donc la hauteur, la dimension des tours, la relation des tours entre elles correspondent à un volume qui est un volume qui existe mais qui a disparu. Il y a à Caen une vraie problématique de mesure, donc de perception, d'identification de l'espace. C'est un lieu qui est laissé de façon violente, qui a été éradiqué, et donc nous avons cherché,
ce ne sont pas des projets, ce sont des tentatives pour essayer de mesurer, de sentir, et donc de trouver des éléments qui vont nous permettre de partager, en fait, le projet. Parce que la vraie problématique de tous ces projets urbains ou ces projets de territoire, c'est qu'il faut les partager. Il faut les partager non seulement dans le temps de leur conception, mais il faut les partager dans la durée du projet. Ce sont des années. Et le partage d'un projet, c'est évidemment la capacité à pouvoir en avoir une évaluation et de pouvoir en rendre compte. Et cette notion de responsabilité, d'une certaine façon, par rapport à ceux qui vont le décider, qui vont le financer, qui vont venir y vivre, eh bien, il y a une tentative assez simpliste, mais qui est un peu de l'ordre je dirais, de la géométrie un peu effervescente, c'est-à-dire que cette grille n'est pas une grille de construction de quartier, cette grille n'évoque pas des rues, elle permet simplement de mesurer, d'évaluer où il y a pollution, où il n'y a pas pollution, d'évaluer des dimensions, de protéger aussi la partie centrale de ce dispositif afin plutôt de travailler à la limite du territoire pour que ce territoire vide ou vidé plus exactement soit en relation avec les parcelles de vie qui se trouvent autour. Et puis cette grille, elle va disparaître petit à petit, plus elle sera contextualisée, et moins on aura besoin de la grille, et plus le temps, le projet et la physicalité du lieu va apparaître. Donc cette question de la mesure va aussi, évidemment, avec d'autres attitudes qui sont, par exemple, des attitudes politiques. Ici, à Berlin, le fait d'incruster dans le sol les deux grands halls sportifs, ce n'est pas seulement une prise de position géographique, esthétique, c'est une prise de position politique. Parce que ce projet s'inscrit dans un concours international à un moment où la ville de Berlin veut effectivement elle est candidate pour les Jeux Olympiques de l'an 2000. Et il y a donc ici une réponse non déguisée, énoncée même au moment du concours, de prise de position d'un territoire, évidemment dans une relation qui va s'ouvrir aux différents quartiers environnants, mais aussi qui va être même pas en réponse, mais en situation différente par rapport au stade de 1936 qui avait accueilli les Jeux Olympiques dans la même ville. Donc la disparition de l'architecture ici est un manifeste qui a différentes entrées de lecture, mais qui est essentiellement dans le positionnement de la disparition de la présence de l'architecture comme un élément d'autorité qui a permis de marquer pendant des centaines d'années l'expression d'un pouvoir, l'expression d'une violence, etc. Donc il y a là, dans ce projet, effectivement, comme le disait Andreas Rübig, un manifeste radical plus que la bibliothèque, puisque la bibliothèque a encore des restes. Alors que là, il y a effectivement, on le voit ici, l'incrustation de ces grands volumes. Il y a donc un espoir qui est celui de faire vivre ces lieux publics avec le tissu social, avec le tissu environnant, et aussi de permettre que l'avenir, tout au moins, en soit protégé grâce à l'absence, grâce à ces espaces vides, ouverts et libres. Projet beaucoup plus complexe d'une certaine façon, car c'est un projet en Asie, c'est donc le projet de l'Université des femmes, projet dont, je vais regarder la date, vous voyez, en 2004, donc en 2004, encore aujourd'hui d'ailleurs ça ne cesse pas, mais quand même, si on construisait gros et grand, et quand même, et que ça brille un peu, on a quand même plus de chances de gagner le concours que l'inverse. Ici, la proposition est tout à fait différente. Elle cherche, au contraire, à introduire un regard qui est un regard qui s'accroche sur l'histoire de ce lieu,
et en particulier sur sa géographie. C'est-à-dire que cette université n'est pas une jeune université, c'est une université qui a été créée il y a 120 ans par une missionnaire américaine qui voulait éduquer les concubines de l'empereur. C'est une université qui est assez bostonienne, il y a des bâtiments Greystone, il y a toute une espèce de travail de la nature et du parc qui est très dans l'esprit des campus américains. Et il y a surtout l'idée de trouver à l'entrée, car en fait la question qui se posait c'était comment arriver à maintenir sur le territoire de l'université qui fait plus de 500 hectares, sur lequel il y a 22 000 étudiantes, des milliers de professeurs, etc., toutes les activités d'une ville et de ce campus universitaire, comment arriver à maintenir les étudiantes plus longtemps sur le campus afin que les liens qui étaient développés entre elles autrefois, lorsque le campus était fermé de murs et de grilles, pour protéger leur virginité évidemment, et bien que ces liens qui se développaient autrefois puissent être aujourd'hui tissés de façon différente, mais qu'ils soient de façon à ce qu'il y ait bien origine et évidemment traçabilité du passage dans ce lieu d'éducation. Et donc ce que nous avons imaginé, c'est la reconstruction de la topographie, c'est-à-dire la construction finalement d'un paysage et la disparition de l'architecture. Il y a 100 000 mètres carrés, donc comme on le voit ici, c'est un très grand volume qui a été incrusté dans le sol, et ce volume, en fait, va accueillir des activités qui sont au service des étudiantes. Il n'y a pas de salle de cours, c'est-à-dire ce n'est pas une succession de pavillons, ce n'est pas le pavillon de la chimie ou de la théologie ou des sciences dures, etc. Et c'est un ensemble de lieux qui sont des lieux d'activités que l'on peut trouver dans la ville, chapelle, cinéma, banque, restaurant, salle de bibliothèque, fitness, théâtre, etc. Salle pour les associations, il y a 200 associations. Etc. Donc c'est un lieu qui en fait est complètement ouvert sur la ville. Il prolonge même la rue qui arrive jusque-là et qui va comme une grande vallée creuser donc, dans ce relief et qui va en fait accompagner la perception et le paysage déjà existant avec un dessin de jardin qui a une qualité relative, mais qui a le mérite d'être dessiné avec l'ensemble de l'équipe des jardiniers de l'université. Pendant 2 ans, ils voulaient absolument installer un jardin à la française. Nous avons résisté et finalement, ils ont été relativement convaincus et ensuite très convaincus qu'il fallait au contraire que ce travail finalement d'absence, tout au moins en lecture directe et en frontalité de l'architecture, puisse effectivement être complètement évident de par le prolongement du paysage et du travail du jardin environnant. Autre exemple, celui-ci à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est Peter Eisenman qui a gagné ce concours. Un concours assez étonnant. C'était l'époque où l'Espagne avait un enthousiasme absolument merveilleux qui nous a comblés, nous les architectes. Enfin, c'est quand même un pays qui est extraordinaire et qui nous a accueillis, et la qualité aussi des architectes espagnols est tout à fait remarquable, ce qui donne des joutes tout à fait intéressantes. Toujours est-il que l'idée était assez curieuse puisqu'il s'agissait de réaliser ici, donc vous voyez la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, de réaliser donc en dehors, là, un périphérique ou une route nationale, et donc de réaliser sur cette colline un centre culturel important. Salle de concert, musée, etc. Et donc, cette importance était réelle en termes de programme, elle était faible en termes de présence. D'ailleurs, Peter Eisenman a fait un peu une colline sur la colline, avec plus ou moins de bonheur, mais enfin, disons que la réalisation d'un bâtiment était un peu une cause perdue par rapport, justement, à la dimension du site et au territoire qu'il y avait à occuper.
Et donc on a imaginé d'utiliser en fait cette colline comme étant la façade du bâtiment, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on a introduit dans le volume de la colline un parallélépipède de verre qui n'est pas l'entrée du musée, mais qui est un prisme dans lequel on a donc de grands miroirs. Ces miroirs vont mélanger de l'image réelle et de l'image virtuelle, de la lumière naturelle et de la lumière artificielle, afin d'introduire au cœur de la colline de la lumière et de faire vivre en fait cet espace a priori claustrophobe comme étant un lieu baigné d'une lumière tout à fait particulière. Et cette construction donc du paysage, c'est aussi une réflexion qu'on a tenté de développer toujours d'un point de vue expérimental à Sofia, où une caserne assez bien placée sur un des axes de la ville a été donc désaffectée, et on a tenté de reconstituer en fait une topographie. Cette topographie n'est ni plus ni moins qu'une silhouette, c'est-à-dire que, je ne sais pas si j'ai mis toutes les diapositives, je ne crois pas la preuve, mais c'est-à-dire que ce que nous avons proposé, en dehors de tout le développement du parc, de la question de reconnecter les rivières souterraines qui avaient été disconnectées par la mise en place des batteries de l'armée, enfin des installations militaires, etc. Donc il y a tout un travail écologique au sens large du terme, environnemental, disons. Ce que nous avons tenté de développer, c'est de définir comme règle uniquement une règle de volume. C'est-à-dire que ce que vous avez ici, ce sont des volumes capables, et la seule règle étant de construire du sol au plafond dans ces volumes. Et vous voyez par transparence les bâtiments. Bâtiments qui peuvent être comme ceci, simplement pour tester la réceptivité du site, c'est-à-dire une question de capacité, mais qui pourraient être tout à fait différents, étant entendu que ce qui nous intéresse en termes de contrôle, c'est de gérer, en fait, petit à petit, l'apparition de cette silhouette, l'apparition de ce travail de lien entre des points hauts c'est en particulier la présence européenne, d'autres parties plus d'hôtels, etc., des logements, musées, enfin donc un quartier mixte, et de faire un travail qui soit un travail d'identification de la présence de ces architectures à terme, c'est-à-dire en fait de donner des instruments à un pays et à une ville qui n'est pas très bien outillé, ou tout au moins c'est pas aussi sophistiqué que chez nous. D'ailleurs, c'est tellement sophistiqué chez nous que c'est plus embarrassant qu'autre chose. Toujours est-il que chez eux, il n'y a pas cette sophistication, mais il n'y a pas non plus, je dirais, les instruments opérationnels pour développer ce type de projet. Et donc de leur proposer, en fait, un contrôle très simple et parfaitement distinct, c'est-à-dire le public va contrôler la volumétrie, c'est-à-dire la silhouette du dispositif, avec la proportion des lieux qui sont donnés et ceux qui sont plutôt privés, disons, et uniquement aussi le fait de construire donc du niveau du sol jusqu'au niveau de ces plafonds qui sont évoqués par ces formes. Donc il n'y a pas, ce n'est pas, j'insiste, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire que ce que vous voyez ici, ce n'est pas le projet, c'est la silhouette, c'est en fait le paysage que constituera petit à petit le projet au fur et à mesure de son développement. Je ne vais pas tellement revenir sur les questions, enfin tout au moins qui ont été exposées déjà dans le film. Toujours est-il que c'est vrai, je crois qu'on peut assez facilement le penser, la métropole n'est pas une ville. C'est-à-dire que de la même façon que l'architecture n'est pas un mur, on peut penser aujourd'hui que l'éruption du vide dans la ville modifie fondamentalement la relation qu'on a avec le corps urbain, si je puis dire, au sens générique du terme. Et cette éruption du vide, on a cherché à la quantifier. Nos chiffres sont plus ou moins exacts, mais peu importe, même à 10% près, le contraste et la réalité physique
des territoires, ceux qui sont occupés et ceux qui sont à prendre, si je puis dire, ou dont il faut se préoccuper plus exactement, est bien réel. Et je crois qu'il y a là matière à recherche. Et Bertrand Lemoine évoquait ce matin l'idée de développer des recherches sur l'histoire du vide ou des vides, avec un certain nombre d'énoncés. Je pense que c'est bien, mais c'est comme avant, quoi. C'est-à-dire, on est comme il y a 30 ans. Non, on va développer la géographie des vides. Voilà, l'atlas des vides. C'est-à-dire un travail qui va nous permettre de mesurer, d'évaluer, d'identifier le vide par rapport à leur histoire, par rapport à leurs conditions urbaines, si je puis dire, mais aussi par rapport à leur physicalité. Et ça, c'est un projet vaste, large, et je pense que nous serons quelques centaines, j'espère, ou milliers à y travailler. Merci.